ad hoc. Le tribunal n'a pas été créé exprès pour les besoins de ces événements-là. Et, Monsieur le Président, par rapport à la demande d'évacuation, je suis surpris que la défense formule une demande d'évacuation sans avoir discuté de la demande de mise en liberté. Comment peut-il être évacué s'il n'est pas libéré? Je pense que la demande de liberté devrait précéder la demande d'évacuation. Je voudrais aussi rappeler qu'aucun de ces accusés ne comparaît dans ses anciennes fonctions ou qualités. Il n'y a pas un président qui comparaît ici. Il n'y a pas un aide de camp. Chacun comparaît pour répondre des faits et comportements pour lesquels il est confondu ici. Cela aussi est clair. Et, Monsieur le Président, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de liberté provisoire, c'est vrai, on n'utilise pas l'expression, on ne mentionne pas le mot provisoire. Mais toute décision qu'une juridiction entreprend avant la décision rendue sur le fond est provisoire. Donc, qu'on le veuille ou pas, on dit la liberté provisoire. Dès qu'on vous accorde la liberté, même sous contrôle judiciaire, c'est une liberté qu'on vous accorde, comme pour dire c'est la liberté de la poule dans le poulailler. En fait, c'est ça. Et je suis un peu confus lorsque la défense est accrue la tenue de ce procès. Le procès se tient, on veut à la deuxième audience que tout le monde soit libéré. Lorsqu'on dit qu'un procès doit finir, il faut bien qu'il ait commencé à 2 audiences, alors que nous ne sommes même pas dans le débat. Comment on peut parler de liberté? Il y a déterminé, Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Soribaïlo Bari, un des avocats des partis civils. Monsieur le Président, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit déjà mes prédécesseurs, mais je voudrais soulever ici une certaine incompatibilité par rapport à certains de nos confrères qui interviennent au nom des accusés. C'est notamment mon confrère, mon cher ami, Maître Pana Emmanuel Bamba, qui est le président de l'IGIDO, Ligue guinéenne des droits de l'homme, qui est officiellement affilié à l'OZDAS et à la FIDS, qui sont parties civiles à ce procès. Donc, à notre entendement, il y a conflit d'intérêts. En tant que président de l'IGIDO, il ne peut pas défendre les accusés, tandis que la FIDS et l'OZDAS défendent, à qui il est affilié, sont constitués déjà parties civiles. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Prenez acte de ma constitution pour les partis civils. Maître Tafsir Bari. C'est maintenant que vous le faites? Oui, Monsieur le Président, comment à chaque fois... C'est maintenant que vous le faites? Oui, c'est maintenant que je le fais. C'est maintenant. Est-ce que c'est possible? Je suis pour les partis civils. Est-ce que c'est possible? Monsieur Amadou Riba. Est-ce que c'est possible sans timbre? Est-ce que c'est possible, maître? Monsieur le Président, je suis constitué
que l'accusé a été identifié dans ces dossiers comme étant Blaise Gomo, mais il est renvoyé comme étant Blaise Guémo. Vous comprendrez avec moi, Monsieur le Président et honorable assesseur, qu'il y a une différence entre erreur matérielle et erreur sur la personne. Dans ces dossiers, l'accusé qui comparaît par devant vous, c'est lui qui a été soumis au premier interrogatoire d'instruction. C'est lui qui a reçu la notification de l'inculpation. Lui qui a été interrogé sur le fond. C'est à lui, Monsieur le Président, que l'ordonnance de renvoi a été notifiée. C'est lui également qui s'est présenté devant vous pour le formalisme de l'interrogatoire préalable. Et c'est également lui qui s'est constitué prisonnier, Monsieur le Président. Et il est venu se présenter à cette audience. Vous comprendrez qu'il n'y a aucune erreur sur la personne. Il s'agit de la même personne, Monsieur le Président. Il ne s'agit que d'une simple erreur matérielle. Et ces erreurs liées à l'identification de la personne sont souvent réglées à l'audience même. C'est pourquoi, dès l'entame de la procédure, vous commencez par l'identification des accusés. Et combien de fois, avec votre expérience, Monsieur le Président, les accusés disent devant vous que tel n'est pas ma date de naissance, tel n'est pas mon nom exact. Et c'est réglé. Et c'est ce qui a été le cas de cet accusé qui a été interrogé par devant vous pour qu'il donne sa véritable identification, Monsieur le Président. Donc, vous comprendrez que ce n'est nullement une exception, une cause d'exception, Monsieur le Président. Mais ce qui est même curieux, c'est que pour ce motif, on demande que l'accusé soit mis hors de cause. Mais vous comprendrez, Monsieur le Président, que pour qu'on mette une personne hors de cause, c'est à la suite d'une procédure sur le fond, c'est à la suite d'un jugement sur le fond. On n'est pas encore à ce niveau, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, comme l'a dit le confrère Maître Gilbert, pour cet accusé, on ne peut plus présenter une quelconque exception. Dès lors qu'il a été demandé qu'il soit mis hors de cause, ce qui est un élément de forme, Monsieur le Président, toute exception présentée pour son compte devra être déclarée irrecevable, Monsieur le Président. Ensuite, pour la défense de M. Toumba Diakité, Maître Lansine Silla a soutenu devant votre tribunal la nullité de l'ordonnance de renvoi, Monsieur le Président, au motif que les juges d'instruction composant le pôle formé dans le dossier, Monsieur le Président, seraient incompétents. Mais il ne dit pas d'une incompétence réelle, d'une incompétence réelle. Il ne dit pas non plus qu'il s'agit d'une incompétence liée à la qualité des inculpés, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'il dit? Il invoque tout simplement l'article 32 de l'ancien Code de procédure pénale, au motif que, pour lui, sur la base de cette disposition légale, Monsieur le procureur général ne pourrait requérir qu'un seul juge d'instruction au lieu d'un pool de juges d'instruction. Position, Monsieur le juge d'instruction. Tout juge d'instruction ne veut pas dire un seul juge d'instruction, Monsieur le Président. Ce n'est pas ça. Mieux que ça, en cours de procédure, en 2016, la République de Guinée s'est dotée d'un nouveau code de procédure pénale. Vous n'êtes pas sans savoir que les lois de procédure sont d'application immédiate dès lors, Monsieur le Président, dès lors que l'information n'était pas encore terminée. C'est ce nouveau code de procédure pénale, Monsieur le Président, qui devait entrer en vigueur et qui est entré en vigueur. Monsieur le Président, je vous invite à faire lecture avec moi des dispositions des articles 61 et 62 de ce code de procédure pénale. Article 61. Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation ou de la détention d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation ou cette détention ont été opérées pour une autre cause. Article 62. Selon la nature et la complexité de certaines infractions à la loi pénale, il peut être créé un ou plusieurs pools de juges d'instruction. Dès lors, Monsieur le Président,
vous comprendrez avec moi que cette exception soulevée ne tient pas la route, Monsieur le Président. Ensuite, j'en viens aux supposées exceptions tirées de ce qu'il y aurait une contradiction entre les cellules de citation et l'ordonnance de renvoi. Monsieur le Président, mais ce n'est pas les cellules qui vous saisissent, c'est l'ordonnance de renvoi qui vous saisit. Parce que nous avons entendu ici que c'est pourquoi les accusés ont été renvoyés. Ce n'est pas seulement ça qui est mentionné sur les cellules de citation. Mais qu'on se calme, que l'audience sur le fond commence. Ok, le parquet requiert contre un accusé, c'est pourquoi il n'est pas renvoyé, Monsieur le Président. Mais c'est trop tôt. On n'est même pas sur le fond d'abord, Monsieur le Président. Concernant la question de la caducité ou du renouvellement ou du non-renouvellement des mandats, Monsieur le Président, je pense que les confrères ont suffisamment fait des développements éloquents sur cet élément-là à travers l'article 288 du Code de procédure pénale qui est, on ne peut plus clair, Monsieur le Président, lorsque le renvoi a été opéré par le juge d'instruction pour une infraction criminelle, les mandats d'arrêt et les mandats de dépôt conservent leur effet, Monsieur le Président. Ça veut dire qu'à cette phase, on ne peut plus parler de la caducité d'un quelconque mandat. Parce que c'est la loi elle-même qui dit que ces mandats-là conservent leur effet. Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais aborder la polémique inutile qui a été créée dans ces dossiers, selon laquelle les accusés auraient été arrêtés arbitrairement et séquestrés par le parquet, Monsieur le Président. Pour la défense, il n'y a pas eu d'ordonnance de prise de corps dans ces dossiers. Pour elle, c'est seulement cette ordonnance de prise de corps qui devait permettre que ces accusés-là se trouvent aujourd'hui dans une situation carcérale, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais dire devant votre tribunal que cette question-là est réglée par des dispositions. Il s'agit de l'article 252 et de l'article 383, Monsieur le Président. Je voudrais préciser que l'article 282 comprend deux alinéas, l'alinéa 1 et l'alinéa 2, mais l'alinéa 2 n'est pas la conséquence de l'alinéa 1. Ce n'est pas la suite logique, Monsieur le Président. Je voudrais vous faire lecture de l'article 383 qui dit ceci. Permettez-moi, Monsieur le Président. La gestion du micro avec la main, ça me gêne un petit peu. Voilà. Monsieur le Président, je voudrais vous lire l'article 383 qui dit ceci. Le président du tribunal interroge l'accusé dans le plus bref délai à la maison d'arrêt sur son identité, s'assure qu'il a reçu signification de l'ordonnance de renvoi et recueille la déclaration spontanée qu'il estime devoir faire. Si l'accusé est en liberté, il est procédé, comme il est dit, à l'article 282, alinéa 2. L'article 252, alinéa 2, donc, c'est la suite logique de l'article 383. C'est la suite logique. Ce n'est nullement la suite logique du premier alinéa de l'article 252, Monsieur le Président. Je vous fais lecture de cette autre disposition légale. L'article 252. L'ordonnance de prise de corps est exécutée. Je précise que c'est l'alinéa 2 que je lis. L'ordonnance de prise de corps est exécutée si dûment convoquée par voie administrative au greffe de la juridiction compétente et sans motif légitime, l'accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président de la juridiction. En matière criminelle, il y a un formalisme d'interrogatoire préalable, Monsieur le Président. L'accusé doit être interrogé par vous avant l'audience.
lorsque l'on fait la combinaison des deux dispositions légales, il ressort que lorsque l'accusé ne comparaît pas pour que ce formalisme soit accompli, l'ordonnance de prise de corps est exécutée si elle existe. Ça n'a rien à voir avec la question de l'emprisonnement. C'est pour la question de l'accomplissement de ce formalisme. Si les accusés n'avaient pas comparu devant vous pour ce formalisme, Monsieur le Président, on aurait cherché à exécuter l'ordonnance de prise de corps. Et si elle n'existait pas, on allait se trouver, Monsieur le Président, en présence d'une difficulté. Mais ce n'est pas en présence de cette situation-là qu'on est, Monsieur le Président. Ils ont comparu devant vous. Ce qui est lié de mettre en application ici, c'est le premier alinéa de l'article 52 qui dit ceci: l'accusé qui a été mis en liberté ou qui n'a jamais été détenu au cours de l'information doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience. Doit se constituer prisonnier. Ce n'est pas une faculté, il faut le dire. C'est une obligation. Il doit se constituer prisonnier. Et nulle part, il n'est indiqué que s'il ne se constitue pas, l'ordonnance de prise de corps est exécutée. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que pour le législateur, il n'y a pas d'alternative. C'est une obligation. L'accusé doit se constituer prisonnier, Monsieur le Président. Dans ce dossier, le parquet vous a expliqué dans quelles conditions ces accusés se sont constitués prisonniers. Le seul débat qu'il a eu lieu, c'est celui de savoir comment ils vont arriver à la maison centrale, Monsieur le Président. Le parquet a expliqué ça. Comment on peut dire ici qu'il n'y a pas d'ordonnance de prise de corps, donc par conséquent, il ne devait pas se trouver en prison? Ça, ce n'est pas vrai. Autrement dit, Monsieur le Président, en tout état de cause, l'accusé doit se constituer prisonnier. Mais on ne peut quand même pas se réjouir de ne pas vouloir se conformer à la loi. C'est une obligation. Je ne vois rien qui soit plus légal, Monsieur le Président, que celui qui a l'obligation d'aller en prison arrive en prison. Je n'en vois pas. Ces accusés avaient l'obligation d'aller en prison. Ils sont arrivés en prison. Où se trouve l'illégalité? Il n'y en a pas, Monsieur le Président. C'est un faux débat qui a été créé. Ensuite, Monsieur le Président, j'ai entendu dire ici que si votre tribunal constate que la détention actuelle des accusés est irrégulière, d'ordonner leur libération. Mais, bon sang de Dieu, on n'a même pas abordé le fond. Rien n'a été fait d'abord dans ces dossiers. Dans ces dossiers, les témoins sont en liberté. Vous voulez qu'on mette ces accusés en liberté dès le début? Ils vont rentrer en communication avec eux pour essayer d'effacer les traces de preuves, Monsieur le Président. Nous disons que c'est prématuré. C'est prématuré, Monsieur le Président, c'est prématuré. Nous avons même entendu ici dire que le président Moussa Dadis Camara, au nom de la conscience nationale, mériterait un statut particulier. Quelle conscience nationale? Depuis quand votre tribunal se fonde sur une supposée conscience nationale? C'est quoi la conscience nationale? Vous avez interrogé les Guinéens pour dire qu'au nom de la conscience nationale, ils doivent bénéficier d'un statut particulier? Est-ce que nos textes de loi ont prévu la notion de super citoyen au-dessus des autres citoyens? Non. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas dans cette procédure-là, on va créer ça. Monsieur le Président, je vous prie très respectueusement, Monsieur le Président, de balayer d'un revers de main ces supposées exceptions qui ne tiennent pas la route, Monsieur le Président. Il faut les rejeter comme non fondées. Et pour terminer définitivement avec mon intervention, Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire mon incompréhension dans ce dossier. Les gens ont crié sur tous les toits qu'ils sont innocents, que l'occasion est venue pour eux de se blanchir, de laver leur honneur qui aurait été souillé. Je suis quand même étonné que ces mêmes personnes s'opposent à la médiatisation du procès. Si moi je n'ai rien à me reprocher, Monsieur le Président, je tiens vraiment à démontrer à la face du monde que je n'ai rien à faire, je n'ai rien fait, Monsieur le Président. Mais je soutiens que le monde entier sache ce qui s'est passé. Je suis étonné que ceux qui ont dit que c'est l'occasion pour eux de laver leur honneur soient ceux qui veulent aujourd'hui faire obstacle à ce que ce dossier-là
soit abordé au fond, Monsieur le Président. Dans l'espoir d'avoir retenu votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir faire droit à toutes mes demandes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les conseillers. J'interviens pour la défense des intérêts des partis civils. Monsieur le Président, pour ne pas tirer en longueur et vous retenir, j'attirerai votre attention sur le fait que mon intervention reposait essentiellement sur les dispositions des articles 676 relativement à la nullité de l'exploit de l'ordonnance et la disposition de l'article 444 sur la compétence et l'article 156 sur la constitution de partis civils. Il se trouve que ces points ont été largement débattus et par le parquet et par mes prédécesseurs. J'en fais mienne leurs arguments et je demande que les demandes soient rejetées purement et simplement. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le Président. C'est Maître Amadou Kamano, constitué aux côtés du collectif pour la défense des victimes. Monsieur le Président, bon nombre de points dont j'avais la charge de démontrer sont déjà purgés par mes confrères et éventuellement par le parquet. Je vais tout simplement, Monsieur le Président, accentuer mes propos au sujet de ce qu'a avancé Maître Pépé Antoine Lama dans l'application de l'article 252, alors qu'il a fait allusion de l'article 1113 du Code de procédure pénale. Alors, en menaçant, ou disons en mettant en garde même les gardes, les agents pénitentiaires, de l'administration pénitentiaire, qu'une poursuite serait engagée à leur encontre pour détention illégale, détention arbitraire de leurs clients. Monsieur le Président, alors, en faisant allusion à l'article 1113, on veut simplement évoquer ici des titres qui permettent à un citoyen d'aller en prison. Alors, Monsieur le Président, l'article 252 est une disposition d'ordre public. Il faut qu'on insiste là-dessus. Une disposition d'ordre public doit être appliquée par la personne qui est concernée, en l'occurrence ici, par les accusés, qui sont venus devant les autorités concernées, en l'occurrence Monsieur le procureur, pour lui demander de les accompagner en prison. Je vous assure que s'il ne l'avait pas fait, au dernier jour qui leur a été consacré, qui est le 27 septembre, je suis sûr que vous aurez pris ici une décision, le mandat d'arrêt contre ceux-là qui auraient violé cette disposition parce qu'elle est d'ordre public. Alors, Monsieur le Président, si cela a été fait, aucune disposition de la loi n'a été violée. Tout ce qui a été discuté là-bas, et c'est ce que Monsieur le procureur d'ailleurs a étayé ici, c'est comment ils vont arriver à la maison centrale. Et ce qui a été fait dans les conditions optimales, Monsieur le Président, parce que tout simplement un bus climatisé d'ailleurs a été mis à leur disposition pour respecter effectivement leur honorabilité. Et c'est ce qui a été fait. C'est pour cela que nous nous réjouissons de toute l'organisation que le parquet de Dixine a eu à faire par rapport donc à la tenue de ce procès. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Je suis Maître Alimatou Kamara,
avocate constituée pour l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, l'Association des victimes et parents du 28 septembre, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et plus de 700 parties civiles. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, difficile de prendre la parole devant beaucoup de technicité de nos confrères, que ce soit du côté de la défense, que ce soit du côté de la partie civile. Beaucoup de choses très juridiques ont été dites ici. Monsieur le Président, moi j'aimerais juste attirer votre attention sur une situation qui me paraît très importante. C'est celle relative à ce procès du 28 septembre. Moi je pense que ce procès est une chance qui est donnée à notre pays, une chance de lutter contre l'impunité. Ce n'est qu'en allant dans le fond de cette affaire que l'on saura qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Donc il est important aujourd'hui que, comme l'a dit mes brillants confrères du côté de la partie civile, que nous allions au fond de cette affaire. Au fond parce qu'il y a 13 ans, des crimes horribles ont été commis dans notre pays. Des crimes horribles, des femmes ont été violées, des personnes ont disparu. Et je pense aujourd'hui que l'occasion, elle est bonne et toute trouvée de faire la lumière sur ce qui s'est passé. La Guinée de 1958 n'est plus celle de l'an 2022, mais elle a quand même gardé une caractéristique, la difficulté de l'installation et de l'appropriation de l'état de droit, Monsieur le Président, messieurs les assesseurs. Et je pense qu'aujourd'hui, l'occasion est bonne, que ce soit pour ceux de la défense qui ont aujourd'hui la chance d'être défendus, qui ont la chance d'avoir des avocats, qui vont brillamment se battre pour certainement laver leur nom, laver leur honneur. Mais tout ceci ne peut se faire que lorsqu'on va rentrer dans le fond de cette affaire. Je vais rapidement revenir sur l'une des nullités qui ont été soulevées par l'un des confrères de la défense relativement aux certificats médicaux relatifs au viol. Le viol est un crime. Et je pense que compte tenu du taux de viol dans notre pays, compte tenu de la gravité, de la monstruosité des crimes de viol qui ont été commis au stade du 28 septembre et les jours qui ont suivi, il est extrêmement important que ce tribunal-là ait la chance d'aller dans le fond de ce dossier. Au fond, parce que les victimes attendent depuis 13 ans. Au fond, parce que, de l'autre côté, ils veulent laver leur honneur. Mais ceci ne peut pas rester en se cloîtrant dans les exceptions. Il faut bien que l'on aille dans le fond de cette affaire. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je dirais tout simplement que tous les Guinéens qui aiment ce pays, tous ceux qui ont des sentiments plus ou moins patriotiques pour notre pays, savent qu'on a besoin d'une justice forte, une justice indépendante. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir un tribunal qui permet à une défense d'exister. La défense, c'est le principe sacro-saint d'ailleurs du procès pénal. Et je vais clore mes propos en disant ceci. Donner la chance aux victimes de pouvoir dire leur part de vérité, donner également la chance à ceux qui sont accusés aujourd'hui de pouvoir donner leur version des faits. Je vous remercie. Vous avez fini? Voilà, qu'on ne revienne pas sur ce qui a été déjà dit.
et compris par tout le monde. Voilà. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, Maître Emmanuel Bamba. J'interviens pour répliquer aux allégations cousues par la partie civile. Le ministère public s'est invité dans la danse. Vous me permettrez de répliquer de façon succincte. Concernant mon client, j'ai bien dit que je ne soulevais pas une exception. Mais lorsque le tribunal permet aux accusés de décliner leur identité et que nous voyons par rapport à l'ordonnance de renvoi un nom qui est différent de celui qui comparaît devant le tribunal, je crois que l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on signale cela au tribunal pour qu'une décision avant du droit soit prise. C'est dans ce cas donc que j'ai indiqué qu'au niveau de l'ordonnance de renvoi, vous constaterez qu'à la page 39 de cette ordonnance de renvoi, qu'à partir de là commence ici, si vous voulez, le dispositif de l'ordonnance, puisque c'est intitulé « Sur le renvoi devant le tribunal criminel ». Vous verrez qu'en 1, on a mis Blaise Guémou. Dans le deuxième groupe, même chose. 4e, Blaise Guémou, qui est renvoyé. 6e groupe, Blaise Guémou. Et etc. Jusqu'à la fin, c'est Blaise Guémou. Et je vous ai dit, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, qu'il y a des Goumou, des Guémou et des Gomou en Guinée forestière. Et Blaise Guémou a existé dans la gendarmerie qui est malheureusement décédée. Les témoins sont là. Est-ce que ce n'est pas lui qui est renvoyé? Et maintenant, pour corriger, pour citer les accusés à comparaître devant le tribunal criminel, on a servi à mon client une série de citations où son nom est bien écrit. Alors, certains confrères de la partie civile ont tenté de nous dissuader. Malheureusement, ils n'y parviendront pas pour dire que nous n'avons visé aucune disposition légale pour étayer nos allégations, nos prétentions. Malheureusement, pour eux, il y a un principe, parce que ce sont ces principes-là qui gouvernent le procès pénal. La saisine in rem et in personam, qui voudrait dire que vous êtes saisi des faits et des personnes. Et pour ce faire, à la page 473 de l'ouvrage de M. Bernard Bullock et Artini Matsopoulou, dans leur ouvrage intitulé « Droit pénal général », il est écrit ceci, « Les effets de la saisine ». L'édition est du 19e, la maison cirée, l'année c'est 2014. Pour ceux qui ont l'ouvrage, vous pouvez ouvrir avec moi. Et donc, il est écrit ceci, parlant des effets de la saisine. Il est dit que la juridiction de jugement ne peut juger que les personnes qui lui ont été régulièrement déférées. Elle ne peut en condamner d'autres, même si elles sont présentes, sauf le cas d'infraction d'audience. Ça veut dire que tous ceux qui assistent à cette audience, qui ne sont pas concernés par l'ordonnance de renvoi, qui n'ont pas leur nom dans l'ordonnance de renvoi, ne peuvent pas être jugés, sauf si certaines d'entre elles troubleraient l'audience. Alors, dans notre cas, puisque une décision de justice comprend toujours 3 parties, pour ceux qui ne le savent pas,
la partie qualité, où on décline la composition du tribunal, la présentation des parties. La partie motif, le raisonnement que le juge fait pour aboutir au dispositif qui est la partie de la décision qui saisit en l'espèce. Voudrez-vous dire que le fait qu'on mette Blaise Guémou au lieu de Goumou, c'est une erreur matérielle, puisque le ministère public l'a étayé, l'a affirmé, malheureusement ne l'a pas prouvé. La partie civile aussi, certains conseils ont estimé que c'est une erreur matérielle. Si tel est le cas, on nous a tous appris, une erreur matérielle dans une décision de justice doit être corrigée par quelle juridiction? C'est la juridiction dont émane la décision qui comporterait l'erreur matérielle. Donc cela suppose que la composition qui est là ne peut pas réparer les défaillances du pool du juge d'instruction. Si le pool a manqué à la rigueur, à ce qu'on appelle le respect des textes, etc., en portant vulgairement le nom de quelqu'un, voulez-vous qu'on pense que c'est une erreur matérielle et par conséquent à ce tribunal qui doit corriger? Donc ce tribunal vient comme une bouée de sauvetage ici pour secourir le pool de juges d'instruction qui a failli. La réponse est non. Mon professeur de droit pénal spécial, paix à son âme, Maître Sidra, me disait que le droit pénal spécial est le droit des mathématiques. Soit c'est ça, ou c'est pas ça. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai trouvé dans les ouvrages. Raison pour laquelle certains doctrinaires ont même parlé du périmètre de la saisine de la juridiction pénale. Ça veut dire que si les faits qui sont portés devant le juge, contenus dans l'ordonnance, ce sont ces faits seulement qui doivent être jugés, et en même temps les personnes qui sont renvoyées nommément. Donc ici, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, je vous prie de constater que mon client a comparu parce qu'il a reçu une cédule de citation où son nom est bien porté. Mais ce n'est pas la cédule qui saisit votre juridiction, c'est l'ordonnance de renvoi, malheureusement, où il y a une erreur grave que certains veulent minimiser pour considérer ça comme une erreur matérielle. Alors, si tel est le cas, ressaisissons alors le pool des juges d'instruction pour corriger, ou un débat où le va être animé. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas pallier aux défaillances du pool des juges d'instruction. Donc ici, encore une fois, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, la loi est dure, mais c'est la loi. Dure à l'ex, mais c'est de l'ex. Je sais que ça va faire mal aux représentants du ministère public lorsque je vais rentrer avec mon client, parce que ce n'est pas lui qui est déféré, mais c'est ce que la loi a dit. Comme ça apprendrait à nos juges, à tous les acteurs qui interviennent dans des dossiers comme ça, de mettre de la rigueur. Mais ce dossier a été instruit dans des conditions que nous connaissons, bâclées. Si nous soulevons des exceptions qui sont prévues par la loi, vous voulez qu'on balaie d'un revers de la main sans fondement juridique? Non. Donc ici, je tiens à ma demande. Et ces demandes pareilles donnent lieu à un jugement avant dit droit. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je veux qu'il y ait une décision pour dire que c'est mon client qui est renvoyé ou celui qui n'est pas renvoyé. C'est pourquoi je disais que dans cette décision, qu'on mette hors de cause mon client par jugement avant du droit. Parce que ce n'est pas lui qui est renvoyé. Et je veux une décision qui sanctionne en tout cas ma demande. Parlant du confrère qui veut faire de l'amalgame pour dire que je suis le président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme et donc je devrais forcément me retrouver de l'autre côté, comme si les droits de l'homme appartiendraient seulement aux victimes. Les droits de l'homme sont universels, indépendants, interdépendants et indivisibles. Ça veut dire qu'ils appartiennent à toute personne, sans considération de sexe, d'âge, de religion, etc. Sans considération du régime sous lequel on est placé.
Donc, vous pensez que les droits de l'homme, c'est seulement votre camp et ceux qui sont là n'ont pas droit à l'assistance d'un avocat? Ça, c'est très grave. Et je vous apprends que je ne suis pas lié ou affilié à la FIDH. Je le dis ici haut et fort. J'interviens ici en tant qu'avocat intuitif personnel. Je ne suis pas là en tant que président d'une ONG des droits de l'homme. Ça, que cela soit clair. Il y a aussi une question qui me taraudait l'esprit. Je voudrais que cela soit clarifié. Il y a des confrères qui se sont levés là-bas, quand on leur demande pour qui vous intervenez, ils disent partie civile. Et certains confrères veulent peut-être nous faire perdre, si vous voulez, une source potentielle de ressources, parce que chaque constitution demande un timbre de plaidoirie pour renflouer la caisse du barreau. Et donc, il faut que chaque avocat dise pour qui il est constitué ici. Monsieur le Président, je tiens à cette question parce qu'elle me paraît fondamentale pour ne pas banaliser cette procédure par des constitutions fantaisistes. Donc, je vous prie, dès lors que vous avez demandé à chaque avocat de la défense de dire pour qui il est constitué, je voudrais que ça soit la même chose de l'autre côté. Pour ne pas banaliser cette procédure par des constitutions comme ça, des gens qui tombent comme des cheveux dans la soupe. Non. Que chaque confrère dise par une lettre de constitution comme la mienne, pour qui il est constitué, depuis quand? Vous voyez un confrère qui venait, je ne sais pas, en courant pour venir vous donner un thème. Il fallait rejeter carrément. Il faut formaliser les constitutions pour ne pas qu'on fasse de ce procès, je ne sais pas, qui est hautement médiatisé, un procès banal, excusez-moi du terme. Donc, je veux qu'on fouille là-bas. La loi est dure, mais c'est la loi. Que personne ne vienne dire ici, je suis pour les partis civils. Lesquels? Nommément désignés avec les adresses précises. Parce que dans ce procès, il y aura certainement des procès. Nous allons fouiller toute partie civile fictive. Celui qui va la représenter va nous trouver sur son chemin. Ce n'est pas une menace, mais c'est la réalité. Parce que nous savons ce qui a été fabriqué de l'autre côté pour gonfler le chiffre des partis civils ou des nombres. Nous avons des dossiers qui sont vraiment costauds dans ce sens. Donc, je vous prie de demander à nos confrères de dire pour qui il est constitué avec les adresses, parce que nous allons vérifier. Je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Alors, je suis en train d'aller parce que c'est important. Je vous prie alors, Monsieur le Président, de considérer que ma demande, ce n'est pas une erreur matérielle. Et je voudrais finir, Monsieur le Président. Je voudrais donc finir. En conclusion, je vous prie de constater que Blaise Guémou est différent de Blaise Goumou. Et par décision avant 3, faire ce constat et en tirer les conséquences de droit, comme quoi vous n'êtes pas saisi du cas de Blaise Goumou, qui est mon client ici présent. En le faisant, Monsieur le Président, ça serait une saine et bonne décision de justice, tout en demandant à nos confrères de régulariser leur constitution conformément à la loi. Et je vous remercie de votre aimable attention, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. J'en ai fini. Et la partie civile aussi. Mais quand la défense est là, et on ne sera à l'aise que quand on est à l'aise pour être franchement dans la défense. Et il faut avoir la patience de ce procès. Vous avez eu l'honneur dans votre vie professionnelle de présider une telle audience. Il faudra alors que le coup vaut la chandelle. Je vous prie d'en tenir compte, d'avoir le dos large et nous subir pour que la défense soit franchement rassurée.
Monsieur le Président, j'ai vu ces grands procureurs qui sont venus en mission, accompagnés d'un procureur d'État, qui est Monsieur le procureur de la République, qui a même eu la chance de prendre la parole 2 fois. Mais plus grave, ils sont tous autour de l'article 450, 451 et l'article 429. Mais ça, c'est au correctionnel. Nous sommes criminels. C'est extrêmement grave. Il y a un talentueux d'ailleurs qui est venu faire croire que non, selon l'article 442, qu'il faut forcément enchaîner votre honneur. L'article 442, qui dit les autres règles relatives au jugement des délits définis aux articles 533 et 585 du présent code sont applicables devant le tribunal de première instance statuant en matière criminelle. Ça, c'est au niveau du délibéré du jugement. La porte est fermée de l'article 533 à l'article 585. Donc, quand vous vous amusez à nous parler de l'article 529, l'article 450, 451, mais vous êtes au correctionnel. Lisez l'article 529, on dit prévenu. Et nous avons des accusés. Donc, ressaisissez-vous, même si vous êtes venu en mission, il faut venir très bien. Sinon, on va vous rappeler à l'ordre, conformément à la loi. Et je le dis en passant, j'ai vu autre difficulté, dont il y a eu la mauvaise foi ou la paresse intellectuelle. Quand nous avons osé la teneur de l'article 396, votre honneur, sur la nullité de l'ordonnance de renvoi. Le point 4, on va vous épargner. Si l'ordonnance de renvoi n'a pas été rendue conformément à la loi, mais tout ce que nous avons été ici, ça c'est la violation de la loi. C'est pourquoi on demande la nullité. Et si c'est annulé, le procès prend fin. Ça, il faut oser les termes. Point 5, si les délais de procédure n'ont pas été respectés, en matière criminelle, quelles que soient les circonstances, ça ne dépassera 24 mois. Vous avez des accusés devant vous qui ont fait 12 ans de détention préventive. Ça ne vous gêne pas qu'on parle de cela? 12 ans. Et on s'amuse avec ça, on banalise ça. Vous voulez quelle caducité encore? C'est extrêmement grave. Et pas des ONG qui défendent le droit de l'homme. Hein? Oui, les accusés n'ont pas le droit. Que Dieu nous en garde. C'est extrêmement grave. On vient banaliser 12 ans de détention préventive avec humiliation. Ils veulent encore chercher à noyer le poisson. En ce sens, ils disent que non, que la nullité de l'ordonnance n'a pas été évoquée, que c'est la nullité de citation. Mais vous étiez où? Quand je faisais la lecture de l'article 657, qui est la nullité de votre cellule de citation, où la citation doit énoncer les faits poursuivis. Les faits poursuivis, il y a l'incendie volontaire. Ça ne fait pas partie des renvois. Ça, vous croyez passer ça sous vos robes rouges là? Oh, ça ne marchera pas. Il n'y a pas pillage dedans. Aucun accusé n'est renvoyé pour pillage. Et c'est ce que vous avez mis dans votre cellule de citation. Vous avez augmenté les charges malgré les graves infractions énumérées. Ça ne vous suffit pas. Vous voulez mettre les infractions dont l'ordonnance de renvoi n'a pas pu examiner. Quand on demande la nullité de la citation sous le fondement de l'article 657, la partie civile de façon délibérée ou de mauvaise foi notoire veut confondre à la teneur de la nullité de l'ordonnance. Non, la confusion ne sera pas possible ici. Et là,
c'est celle solide de citation que vous qualifiez, qui vous dit clairement, Monsieur le Président, que le rendez-vous c'est devant un tribunal ad hoc. Tandis que l'ordonnance de renvoi saisit votre tribunal de Dixine. Ce sont des banalités là qu'on veut corriger, si on veut opter pour le sérieux du travail. On dit clairement, devant le tribunal ad hoc, votre composition, et puis on confond, quand on soulève les irrégularités de procédure, on soulève, on dit que non, on a dit le tribunal est incompétent. Comment on peut soulever l'incompétence du tribunal et exposer nos griefs encore? Nous sommes professionnels. Hein? Quand on soulève l'incompétence, on ne parlera plus de nullité de la procédure. On a soulevé la nullité de la procédure de l'ordonnance devant un juge compétent. Mais c'est la composition du tribunal criminel de Dixine et non d'un tribunal ad hoc dont vous avez cité dans votre cellule de citation. Quand vous siphonnez tout, croyez-vous que c'est par notre porte ça va passer? Et quand vous voyez votre honneur, ces exploits-là, il est clairement énuméré. Avec votre permission, je vais voir l'exploit. Votre honneur, il est clairement énuméré par la signification de l'ordonnance que, signifiant l'ordonnance de réqualification et de renvoi devant le tribunal, l'ordonnance criminelle 007, ça me rappelle toujours James Bond par rapport au Code secret 007 de 1953. Parce que l'ordonnance de renvoi, c'est Code 007. C'est nul, c'est toujours science-fiction. Votre honneur. Délivré par l'opule du juge d'instruction de la Cour d'appel de Conakry. Et c'est la Cour d'appel à un pool de juges d'instruction. C'est vous qui avez monté pour nous donner. Quand on dit ça ne tient pas, vous, au lieu de dire on retire, et vous venez encore mordre à la part de l'illégalité. Votre honneur, on vous dit clairement que nous, que le tribunal ad hoc ne pouvait pas faire autrement. Que ici, Maître Maki, quand même, il a été très sérieux, il a dit non, c'est le tribunal de Dixine. Ça, c'est sincère. La loi portant organisation judiciaire en République de Guinée, la loi 019, votre honneur, dit en son article 20, le nombre, le siège, le ressort des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont fixés par décret. Le tribunal ad hoc ne fait pas partie. En tout cas, c'est vous qui avez énuméré. Hein. Vous allez nous dire pourquoi le mot ad hoc est venu. D'autres même s'est évertué à nous donner la définition. Et plus grave d'ailleurs, on dirait, avec tous ces vaillants procureurs qui sont venus de partout en République de Guinée, la partie civile est devenue l'avocat de ces procureurs. Ils peuvent se défendre. Votre honneur, à l'article 22, il a dit clairement, s'il estime nécessaire pour la bonne administration de la justice, les cours et tribunaux peuvent siéger dans toute localité de leur ressort. Mais Kaloum n'est pas ressort du tribunal de Dixine. Régulièrement, on a l'audience à Ratoma, à la commune de Ratoma. Ce sont des délocalisations de votre ressort. Mais quand vous venez à la cour d'appel, quelle que soit la beauté de la salle là, vous n'êtes pas à votre ressort. Vous n'êtes pas sur le territoire de votre ressort. Donc il est temps de plier nos affaires pour partir devant le tribunal de Dixine. Je ne sais pas comment vous allez, parce qu'on avait suffisamment de l'espace à Koloma pour partir construire. Au lieu de venir construire l'édifice là, au petit coin de la cour d'appel. On dirait qu'on est tous collés à Kaloum. Votre honneur. Nous le disons avec courtoisie et fermeté. Et je suis tellement surpris qu'on nous a brandi encore que non, si la Guinée ne parvient pas à juger l'affaire là, que le procureur de la CPI peut réouvrir l'information. Mais est-ce que vous avez lu la page 26 sur la réqualification, balayant l'ensemble des infractions relevant de la compétence du statut de Rome en ce qui concerne les génocides, crimes de guerre et autres violences par l'ordonnance? Mais c'est déjà fini ça. Vous avez écarté par
l'ensemble de ces infractions pour les envoyer sous la forme de complicité. Quand c'est purgé, ce procureur, même si c'est la CPI, a quel droit de s'immiscer dans une infraction de droit commun qu'on peut même envoyer devant le tribunal militaire? C'est extrêmement grave qu'on arrête l'histoire de ces pays-là. C'est la révolution de 58 qui continue. Personne ne peut nous intimider avec notre oui historique et notre non historique, votre honneur. Je parle encore de caducité de mandat, qu'on est venu encore banaliser, comme je parlais tout à l'heure de la détention arbitraire. Je vous fais la définition de la détention arbitraire. La détention est dite arbitraire lorsque l'autorité prive de liberté une personne sans base légale. Si les citoyens ont dépassé 24 mois, quelle est la base légale pour les détenir? Et les confrères même, quand ils interviennent, ils donnent le nom. Nous ne sommes pas des accusés. Je respecte d'autres confrères qui disaient la défense. On n'appelle pas les confrères dans une audience publique. Leur nom. On a quand même un code de la déontologie. Vous pouvez dire les avocats. On n'est pas accusés. Vous venez donner nos noms dans vos interventions. Laissez nos noms tranquilles. On est auprès des accusés. Les confrères de la défense, mais on n'est pas là à vous interpeller. Ça ne se fait pas. Et le droit est une science, nous devrons l'apprendre. Alors, il n'y a pas de base légale. Et cette détention constitue un délit. À partir du moment où on est arrêté sans base légale, c'est une infraction. Et une atteinte aux droits de l'homme. Oh, les ONG, vous avez entendu. La détention arbitraire, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Et comme vous, ce sont des victimes qui sont des personnes devant vous, nous, les autres sujets de droit, les accusés n'ont pas droit. Monsieur le Président, c'est pour ramasser, nous sommes nombreux, il fait nuit.